Donc, bonsoir à tous pour cette dernière conférence du cycle de conférences organisées par le Centre d'études franco-provençales. Pour Sophie, l'introduction en patois, quelqu'un a des problèmes à suivre le discours. Et donc, voilà, à dire l'introduction. Et après, les intervenants présenteront de la façon de l'autre. Et voilà. Donc, le cycle de conférences est au motif de la nécessité d'imparare que nel sentido dans le centre de faire vedere, avere des exemples concrets in che consistava la ricerca scientifica che fia. Perché de l'extérieur, è difficile se rendre compte de ce qu'est le travail que nat za rien prezzo della partia de ricerca scientifique. Après, il centre fait un bien de travail, de documentation, d'archives, d'activités pour le public, d'exposition et tout. Mais la recherche scientifique, elle est le moteur, les 5 qu'elle est amont et qui permet après d'avoir des contenus, des idées nouvelles et la partie de travail bien grosse, mais bien invisible, bien difficile à se rendre compte de la part du public. Et donc, il nous semblait bien d'expliquer ce que c'est à travers des exemples concrets de recherche que les différents membres de l'équipe scientifique du centre l'ont fait ainsi d'hériter. Et donc, il y a eu des exemples différents, il y a eu des exemples de recherche de sociolinguistique qu'a fait sur le franco-provençal, il y a eu de toponymie, il y a eu de bagues sur l'alimentation alpine, etc. etc. Et c'est assez une bague différente. Il n'y a pas exposé une recherche, mais il y a un moment de confrontation et de réflexion dessus un problème bien concret qui existe en Val d'Usta et que l'abandon de la langue maternelle de la part di Meinu que l'on après cette langue, mais que quand arrivons à l'école, changeons de comportement linguistique. Et donc, voilà, si thème les mille fois, personnellement, l'an 2010, quand il fait la recherche de le nouveau patoisan, et belle s'il n'y a pas le thème de la bague, bien de personnes l'ont prédiamé de ça. Fran perché lì è una baga che, come dire, creava una forte appréhension, una forte émotivité de le dire, et belle se gli è pas fran le thème, là, il y a un fran fatta de n'imprégé, perché le dire, là, il y a des difficultés à comprendre ce qui capitava. Et donc, la baga, ne comincia à enregistrer à don. Après, si c'est derrière 12 ans, personnellement, il y a eu bien d'autres occasions d'observer tourner de situations du genre. Avec de personnes qui peuvent être de parents ou de personnes proches et meino qui remarquaient ces comportements et qui ne comprenaient pas bien ces comportements. Donc, s'ensegna pas per balli de recettes, s'ensegna per vous dire qu'il y a une solution à ce problème du franco-provençal, mais per chercher de mieux comprendre ce qu'il capite et de le comprendre à travers des exemples et de réflexions qui viennent de points de vue différents. Donc, si c'est qui te ont le langue, des personnes qui enseignent de l'école, donc veillent le même d'un certain point de vue, et puis des parents qui sont de l'autre côté veillent le même, et sans oublier que le témoignage de personnes qui sont des adultes qui pourront témoigner, mais qui en même temps ont des souvenirs bien précis de ce qu'est le capitole dans leur tête peu de plus ans de leur enfance. Et donc voilà, dans cette formule du débat, les personnes qui sont choisies sont le premier intervenant. La rencontre la possibilité de vous expliquer, donc, comme diable, de leur point de vue, sur la base de leur expérience et compétences professionnelles, sans qu'il y ait ces problèmes.
Et après, évidemment, l'invitation à Chute de porter d'autres exemples, d'autres réflexions et de créer un moment de débat autour de cette question. Donc, voglio la parola aux intervenants. Per commencer Ania Michk, che ha già da una periodo che collabore régulièrement avec le centre. Donc, lui est une experte de didactique di lingue. Et après la revaille in Val d'Usta, elle a commencé à faire des études de sociolinguistique de style franco-provençal. D'ailleurs, pas qu'en Val d'Usta, mais sur toute l'ère linguistique. Et a donc commencé avec la première demande, c'est que se passe dans la tête de nous que là, une langue maternelle et qu'un arrivant à l'école change de comportement linguistique et tourne invece c'est que, disons, le parent en refusant de prédiger la langue de la famille. Vous m'entendez maintenant? Très bien. Et voilà, on commence à avoir deux manières de s'approprier une langue qui sont complémentaires. Et voilà, deux manières différentes de s'approprier. Et on va voir la relation avec tout ce qui se passe en famille et tout ce qui se passe à l'école. Et en linguistique, on distingue entre l'acquisition d'une langue et l'apprentissage. Et quand on parle de l'acquisition, ça veut dire qu'on apprend une langue de manière naturelle. Par exemple, les enfants au sein de la famille, ils absorbent la grammaire, les mots sans effort. Il semble quand même au moins comme ça. Par exemple, un enfant de 2 à 3 ans, il enrichit son vocabulaire par jour de 10 à 25 mots. C'est incroyable si on pense par exemple à l'enseignement où on est contraint, obligé à apprendre des listes de vocabulaire de 25 mots, ça fait déjà pas mal d'efforts. Donc ça, c'est l'enseignement, c'est toujours relié un peu avec l'effort de s'approprier des structures grammaticales. Et l'enseignement, donc l'apprentissage, c'est aussi lié à un contexte formalisé, institutionnel. On a par exemple des manuels, des exercices de grammaire, des tests de vocabulaire et surtout l'interaction est aussi artificielle. Il y a l'enseignant qui décide du sujet, qui décide qui peut parler dans la salle de classe. Donc c'est toute une autre situation qu'on retrouve en famille où il y a la communication naturelle et l'enfant, en participant à la vie sociale, s'approprie des structures grammaticales. Si on parle donc de l'acquisition, c'est l'enfant même qui dirige l'attention sur les choses intéressantes. Par exemple, on a des livres d'enfants et c'est l'enfant qui demande, voilà, on dit comment est-ce qu'on dit pour ça et pour ça et pour ça. Il invite l'adulte, les parents à toujours réciter les mêmes mots, comme ça il apprend et les choses, dont il a besoin ou à qui il s'intéresse. Donc, avec le temps, il maîtrise la grammaire sans s'en rendre compte et tous ces mécanismes restent en dessous du seuil de la conscience. Toute autre chose, dans l'apprentissage, l'enseignement nous montre les règles de grammaire et vous savez très bien, on peut connaître les règles de grammaire par cœur, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on sait les appliquer. Donc c'est l'apprentissage qui mène plutôt à un savoir expliquer, tandis que l'acquisition, ça mène à un savoir-faire, à un savoir-parler. Mais il y a quand même un chevauchement, il y a des approches didactiques par exemple, telles que l'immersion, qui imitent le processus de l'acquisition, qui essayent de créer un environnement naturel pour s'approprier d'une langue. Et aussi dans le cas du multilinguisme précoce, c'est l'enfant même qui rend conscient les structures en comparant les structures. Par exemple, il se rend compte, à la maison, on dit comme ça, tandis que, au jardin d'enfants, on dit comme ça. C'est déjà une petite analyse linguistique
que l'enfant fait dans ce cas-là. Il prend donc conscience des différences et des points communs entre les langues qu'il est en train d'apprendre. Et tout ça, par rapport aux enfants monolingues, ça reste chez eux, ça reste à un niveau inconscient. Donc les enfants bilingues ou plurilingues, ils ont déjà un petit avantage par rapport aux enfants monolingues. Ils acquièrent en passant comme ça aussi un niveau conscient de la langue. Cette distinction entre acquisition et apprentissage mène encore à un autre concept, et ça c'est le double iceberg des compétences communicatives et cognitives, que je vais expliquer maintenant. On a les pointes de l'iceberg qui symbolisent les compétences de base de la communication interpersonnelle. Donc, les compétences qui sont nécessaires pour tout ce qui appartient à la vie quotidienne, pour les exigences communicatives. Par exemple, la maîtrise des registres informels, la fluidité de la communication face à face, la référence à des choses concrètes. Donc, on parle surtout dans la vie quotidienne des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui sont présentes dans l'environnement. Et tout ça se passe pendant les premières 5 ans de la vie d'un enfant. Et en dessous de la surface d'eau, on a l'autre partie de l'iceberg. Et ça, ce sont les compétences cognitives, donc des compétences qui mènent à des réflexions plus complexes. Ça veut dire ça comprend aussi la maîtrise d'un langage académique, par exemple les registres formels, les registres soutenus, un vocabulaire très spécifique, et aussi des concepts abstraits, donc les choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qui sont justement là dans nos analyses, dans la tête. Donc c'est le langage qui est nécessaire pour faire de la gymnastique mentale, donc faire les hypothèses, analyser, évaluer, catégoriser, etc. Et l'évolution de la partie basse de l'iceberg n'est jamais achevée, elle dure toute la vie et elle ne peut jamais être complète. Si on regarde maintenant la situation en Vallée d'Ost, on a ici la situation avant l'école. Les enfants acquièrent le langage de tous les jours, qui peut être en patois, mais aussi en italien, vu qu'on a assez de situations en Vallée d'Ost où l'italien, on rencontre aussi l'italien quand on fait les courses, etc., etc. Donc, on a aussi, par ce bilinguisme, les compétences cognitives qui sont déjà en voie de développement grâce à la présence des 2 langues. Et j'exclus ici le français pour simplifier un peu le discours. Qu'est-ce qui se passe après la rentrée à l'école? On a l'alphabétisation en italien et il faut se rendre compte que la langue écrite apporte les sujets abstraits. Donc toutes les choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui ne fait pas partie forcément de la vie quotidienne. Donc on parle du Moyen-Âge, de la soustraction, des conjugaisons, de la photosynthèse, n'importe quoi, mais ça fait normalement pas partie de la vie quotidienne. Et les élèves commencent donc à faire des réflexions plus abstraites dans une langue qui n'était peut-être pas la première qu'ils ont acquise à la maison. Et voilà, c'est donc l'enseignement qui aide à développer cette flexibilité mentale, surtout en italien, pas en patois. Et on ne sait pas ce qu'il en est de l'élaboration de la cognition académique en patois, parce que ça n'a pas vraiment lieu, sauf s'il y a peut-être des enseignants qui sont très engagés, ou si les parents ont le temps, après l'école, de approfondir avec leurs enfants certains aspects qui sont aussi traités à l'école, ou en dehors de tout ça, ajouter des réflexions abstraites. Le facteur du temps est très très important parce que l'organisation de la journée change totalement à la rentrée à l'école. Même peut-être avant si l'enfant fréquente le jardin d'enfants, par exemple. Parce que la plupart du temps, à partir de ce moment-là, l'enfant est entouré de l'italien.
Et on voit ici, de 8h à 16h de l'après-midi, l'enfant est pratiquement entouré de l'italien, tandis que le patois, il reste restreint à quelques heures du matin et du soir. Donc on a déjà l'input qui est extrêmement réduit par rapport, par exemple, aux premières 3 années de l'enfant. Et ça ne reste pas sans répercussions. Par exemple, l'enfant peut démontrer des difficultés à trouver des mots, justement parce il est plus entouré de l'italien. Il entend plus de mots italiens, moins les mots en patois. Et ça cause des difficultés à trouver les structures adéquates. Mais ils ne sont pas perdus, ils restent au fond de la tête, mais ils sont vraiment mal accessibles par cet environnement réduit. Et ça peut aussi un peu influencer l'efficacité et la fluidité de son discours. Donc il a la tendance peut-être à changer de langue pour remplir une simple lacune lexique, un mot, mais peut-être aussi pour finir une phrase, ou de remplacer totalement le patois par l'italien, parce que c'est beaucoup plus fluide de parler en italien et ça cause moins d'efforts. Et et c'est vrai que par l'élaboration déséquilibrée de cette cognition académique, de cette capacité à parler des choses abstraites, il se crée de vraies lacunes de vocabulaire, parce qu'on ne parle peut-être pas de certains sujets en patois, donc l'enfant a un peu l'impression qu'il y a des sujets desquels on ne peut pas parler en patois. Et ça, c'est vraiment le moment critique aussi pour les parents, parce que c'est l'italien qui est beaucoup plus présent dans la tête des enfants, et ça pourrait être un grand défi pour les parents de continuer à parler patois, parce que les parents, eux aussi, ils ont leur commodité, et voilà. Et c'est là que l'environnement social n'est pas à sous-estimer. Si on pense aux enfants, par contre, au contraire des animaux, les enfants ne sont pas capables de vivre tout seuls dès la naissance. Les animaux, par contre, oui, la progéniture de beaucoup d'espèces est capable de survivre toute seule dès la naissance. Ils savent marcher, ils savent trouver de la nourriture. Mais l'enfant reste dépendant pendant des années des parents. Donc le mieux qu'il peut faire, c'est s'adapter aux exigences, aux règles et comportements des adultes, donc aussi à leur comportement linguistique. Et si pour les parents, c'est plus commode de parler en italien parce que l'enfant a fait ce changement de langue. C'est aussi l'enfant qui se sent renforcé à parler l'italien et accepter ce choix. Et à partir de 5-6 ans, les enfants du même âge gagnent en importance. Tout le monde veut faire partie du groupe, être accepté et surtout pas, il ne veut pas se faire remarquer parce qu'il est différent des autres. Par exemple, par le fait de savoir parler une autre langue. Un autre facteur, c'est aussi l'enseignante sympa, un référent très important dans le double sens, parce que le statut et le bien-être de l'élève dépend fortement d'elle en classe, mais aussi parce que les parents attribuent une grande valeur aux enseignants et à l'école en général. Donc, ils transmettent inconsciemment aux élèves, à leurs enfants, qu'il est indispensable de respecter les règles scolaires, dont le choix de langue. C'est-à-dire, le prestige attribué au patois dépend au premier chef des études des adultes. Ils ont le pouvoir de promouvoir leur langue ou de ne pas le faire. Mais où il y a une volonté, il y a aussi un chemin. Voilà. Super, merci. Merci Anya. Je passe maintenant la parole à Gabriella Vernetto. Elle est inspecteur émérite des écoles en Vallée d'Aoste et elle enseigne, elle est professeure à l'université de la Vallée d'Aoste. Donc on poursuit dans l'analyse c'est-à-dire qu'elle va répondre à la même question encore, de notre point de vue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants qui changent de langue?
Merci Christiane. Donc, moi je vais aborder cette vaste question, vous l'avez compris, c'est compliqué. Hein, et ce n'est pas évident de donner une réponse. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse d'un point de vue sociolinguistique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il rencontre une autre langue? Et je vais le faire à partir de 2 exemples, de 2 extraits, de 2 anecdotes tirées de... Le premier, d'un livre d'Anna Lietti qui remonte à 2009, si je ne me trompe pas. C'est pour une éducation bilingue. C'était le premier ouvrage sur l'enseignement bilingue de type divulgatif, hein, destiné au grand public et non pas à des spécialistes. Donc, dans ce livre, elle parle des systèmes d'éducation bilingue, donc celui de la Vallée d'Ost. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie du livre où elle raconte, elle parle de sa biographie langagère, c'est-à-dire elle raconte ses langues et comment elle a appris, ou mieux comment elle a acquis ces langues, pour reprendre la distinction que la collègue a faite. Donc Anna Lietti, petite milanaise, est envoyée à l'école allemande, à l'école maternelle allemande de sa ville par ses parents qui croient fortement dans une éducation bilingue. Et elle dit « À 5 ans, je suis donc entrée au kindergarten, où j'ai fait la connaissance de la blonde et élégante tante Ulla, la jardinière d'enfants, et de tout un univers enfantin dont Hansel et Gretel restent les figures les plus marquantes. L'année suivante, ce fut la rencontre avec l'institutrice Fräulein Bott, que nous appelions en pouffant Fräulein Brott, Mademoiselle Pain. Tout ce beau monde ne parlait pas un mot d'italien, mais je ne me souviens pas d'avoir eu le moindre problème de communication. En quelques mois, mon frère et moi étions devenus bilingues, sans même nous en apercevoir, et si quelqu'un à l'époque avait soutenu devant moi que l'allemand est une langue difficile, je me serais probablement moqué de lui. Inutile de dire que dans des conditions aussi privilégiées, je n'avais pas de problème d'identité. J'étais une petite milanaise avec quelque chose de plus que les autres, pas seulement une langue, mais une fenêtre ouverte sur un autre univers. L'odeur du Noël allemand, par exemple, n'a rien à voir avec celle du Noël italien. Il n'y a pas que les mots. Alors, cette anecdote nous permet de comprendre un concept qui est celui du bilinguisme additif. On parle de bilinguisme additif quand la deuxième langue qui entre en jeu n'entre pas en compétition avec la première langue et ne l'efface pas, ne l'élimine pas. Bien au contraire, la petite Anna Lietti s'exprimait en 2 langues aisément et avait découvert 2 univers culturels. Donc elle était non seulement bilingue, mais biculturelle. Et elle pouvait profiter de ces 2 langues et de ces 2 cultures. Et elle avait acquis non seulement ses compétences langagères, mais aussi elle avait pris conscience du fait de la relativité des langues, comme disait la collègue tout à l'heure, et de la relativité des cultures, ce qui a un atout supplémentaire pour les enfants plurilingue. Je passe maintenant au deuxième exemple qui est tiré d'un roman récent de Olivia Ruiz, c'est La commode au tiroir de couleurs. Dans ce roman, elle raconte l'histoire de sa grand-mère. Sa grand-mère, à l'époque, elle était toute petite à l'époque de la guerre d'Espagne, de la guerre civile en Espagne, donc elle a dû fuir son pays. Ses parents sont restés là-bas parce qu'il était républicain et il combattait pour la République contre Franco, mais ils ont tenu à sauver la vie de leurs enfants et ils les ont envoyés en France. Et elles ont raconté à ses enfants qu'en France, ils feraient une vie magnifique. Et ben, quand elle arrive en France, voilà ce qui se passe. À l'arrêt du train à Narbonne, mes sœurs et moi n'étions pas seules. Un bon quart de voyageurs descendaient là. C'était réconfortant. Mais la plupart des gens s'écartaient sur d'autres passages. On nous regardait comme des bêtes curieuses ou bien des opportunistes. Je n'en sais rien. Je comprends. Un peu. Ça doit être effrayant d'apprendre que 104 000 bouches à nourrir débarquent sur ton sol. Je ne retins que la sonorité de 2 phrases que je ne compris que sur le coup, mais dont la récurrence dans les bouches de Français me marqua les premiers temps. Tantôt hurlé, tantôt à demi-voix, « Espagnols de merde. Ils sont sales, ils puent. » Autant te dire que nous avons vite su traduire ces mots et vite compris que la vie de patachon au bord de la mer que nous avaient vendu nos parents, ce ne serait pas pour tout de suite.
Puis après, bon, elle apprend le français, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « J'adorais parler le français. Je me sentais toute neuve en le pratiquant. Mais les occasions manquaient. Parfois, j'allais faire les commissions aux Halles. C'était un peu plus cher qu'au marché, mais ces moments où je commandais une grenadine avec un parfait accent français et où l'on me répondait sans remarquer ma différence étaient un bol d'air. Alors je poussais le bouchon jusqu'à engager la conversation pour voir combien de temps mon petit jeu pouvait durer. Je me sentais tellement libre, j'étais leur égale, je n'éveillais plus ni préjugés, ni réflexe de rejet. Le ciel s'ouvrait pour me donner la chance d'inventer un avenir ambitieux. Mais je pouvais suer sang et eau, je restais une paria d'Espagnols qui avait débarqué chez eux avec ses 400 000 cousins. Alors là, c'est un exemple de l'autre extrême, de ce qu'on appelle un bilinguisme soustractif, où la deuxième langue, en quelque sorte, va se substituer, se superposer à l'autre langue. Dans le cas de Rita, donc la grand-mère d'Olivia Ruiz, le français devient important, elle est fière d'en avoir une bonne maîtrise, mais au détriment de sa langue maternelle et de sa culture maternelle. Elle ne veut plus être la sale espagnole, qui avait été mal accueillie dans ce pays. Donc ce sont deux cas extrêmes, mais qui nous permettent de prendre en considération deux éléments parmi tant d'autres qui entrent en jeu dans la sauvegarde de la langue. Christian disait tout à l'heure pourquoi nos enfants parlent patois à la maison et puis ils vont à l'école et ils rentrent à la maison et ils parlent italien. Voilà. C'est un peu dans ce cas-là. Alors, merci beaucoup. Alors, les deux éléments qui entrent en jeu que je veux analyser, puis il y en a bien d'autres, mais là, en 10 minutes, on ne peut pas faire le tour de la question, c'est le contexte et le statut des langues. Alors, le contexte, dans le cas de Anna Lietti, c'est un contexte porteur. C'est la famille qui a fait le choix de l'envoyer dans une école allemande. C'est la famille qui soutient fortement son plurilinguisme. Et donc, elle se sent parfaitement à l'aise dans les deux langues parce qu'elle est soutenue dans ce parcours de bilinguisme. Le statut des langues aussi a un statut important. L'une est la langue nationale et l'autre, c'est une langue de grande communication, une langue de culture, une langue appréciée, la langue de la philosophie. Et donc là, on a des éléments de réussite. Dans le deuxième cas, par contre, le contexte joue contre la jeune fille pour le maintien de sa langue maternelle. Et donc, le fait de renoncer à sa langue, de renoncer à cette culture, lui permet d'être mieux accepté par ce pays qui l'a accueilli. Et donc là, le contexte, elle n'a pas sa famille en plus qui peut l'aider. Ses parents sont restés en Espagne, donc elle est toute seule. Donc là, le contexte est négatif. Elle la pousse vers ce choix d'abandonner sa langue maternelle, de la garder dans la sphère privée. Certains mots, certaines expressions vont rester, mais elle préfère devenir française, faire passer pour française, pour être acceptée, pour être accueillie. Et là, on parle encore de langue nationale, de langue connue, reconnue. Donc on parle du français et de l'espagnol. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les langues régionales entrent en jeu? Toujours en analysant le phénomène sur la base de ces deux focales, donc du contexte et du statut de langue. Alors là, j'ai pris une affiche qui circule sur Internet, qu'on utilise souvent dans nos cours. Il est défendu de parler breton et de cracher par terre. Alors, apparemment, c'est une affiche qui est fausse. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre à partir de certaines recherches que j'ai faites. À l'origine, c'était une affiche qui circulait dans les écoles, mais où le breton n'apparaissait pas. C'était tout simplement des conseils pour combattre contre la tuberculose.
si vous lisez le texte en entier, c'est des conseils qui empêchent la contagion de se propager. Elle a été manipulée, si elle a été manipulée, au cours des années 60-70, quand les premiers mouvements de revendication de la promotion de la langue française, de la langue bretonne, de défense de la langue bretonne, ont eu lieu. Mais c'est un choix, si c'est un faux, c'est un faux parlant. Hein, parce qu'il associe le fait de parler la langue régionale et le fait que c'est sale. On retrouve les mêmes expressions là, les sales espagnols. Hein. Donc comme si il y avait une espèce de saleté entre guillemets, comme si c'était pas bon de parler cette langue. Et souvent, les gens qui parlent des langues régionales ne se trouvent pas confrontés à ce cas de figure, hein, où la langue régionale, désormais, on a progressé, on n'est plus au début du siècle précédent, mais quand même, il y a une dévalorisation de cette langue qui est portée par le contexte, ou un cantonnement de cette langue à des domaines familiers, mais on ne peut pas parler philosophie dans cette langue parce qu'elle est limitée. Donc on a encore ces préjugés. À tel point que Philippe Blanchet, et là j'ai repris sa citation, dans son livre « Discrimination, combattre la glottophobie », c'est lui qui a créé ce terme de glottophobie, c'est la glottophobie se réfère aux gens qui parlent des langues qui sont considérées comme moins importantes, moins intéressantes souvent. Ils parlent de patois, de dialecte, de créole, de langue régionale, mais aussi de prononciation d'une langue standard. Les Français du Sud ont fait l'objet de cette glottophobie. Si vous parlez marseillais et vous avez l'accent marseillais, vous allez à Paris, on se moque de vous. Hein. Donc, si vous voulez passer à la télé en France, vous avez intérêt à avoir un accent standard. Pas question d'avoir l'accent marseillais ou toulousain. Et voilà. Donc, le statut de la langue, le contexte. Mais même les langues fortes, et je viens à la dernière image, même les langues fortes, le français. Alors, s'il faut promouvoir le français, qu'est-ce qu'on utilise comme argument? Si vous regardez là ces affiches, la première était faite par l'Organisation de la francophonie, l'autre c'est le Québec, donc le Canada, pour promouvoir la langue française, et le troisième c'est une infographie qui était faite pour promouvoir le français en Italie. On mise sur quoi? Sur la diffusion du français, sur le nombre de locuteurs du français, sur c'est la 4e langue étudiée dans le monde, etc. Donc c'est sur la force de cette langue, hein, sa diffusion. Et puis l'autre aspect sur lequel on mise, c'est sa valeur marchande. C'est le français, c'est la langue des affaires, c'est la langue des commerces, c'est la langue de la communication internationale. Et alors, les langues qui n'ont ni valeur marchande et qui sont parlées par un nombre restreint de personnes, on n'a pas le droit de les apprendre. Donc, je conclus. Quand on parle donc de ce qui se passe dans la tête d'un enfant, on a vu ces deux facteurs qui entrent en jeu. Le contexte et le statut des langues. Et c'est à travers ce qu'on appelle des politiques linguistiques éducatives, donc des choix, pour faire simple, des choix familiaux, par exemple, des choix dans le système éducatif. L'Italie est un bon exemple, on parle de plurilinguisme. Quel type de plurilinguisme? Ils apprennent l'anglais à la maternelle, puis à l'école élémentaire, ils commencent à apprendre une deuxième langue vivante à l'école secondaire du 1er degré, mais les parents ont le droit de demander de remplacer les heures de français, allemand ou espagnol par un renforcement de la langue anglaise. Je n'ai rien contre l'anglais, hein, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, je constate. Et donc, c'est un plurilinguisme? Non, c'est un bilinguisme qui est la somme de deux monolinguismes, hein, de l'italien et de l'anglais. L'anglais, langue utile, langue internationale, langue des commerces, langue des affaires. Voilà.
Donc, les parents ont leur rôle à jouer, l'école a son rôle à jouer, la société a son rôle à jouer si on veut œuvrer pour la sauvegarde des langues régionales, des langues minoritaires. Je termine. Je donne juste peut-être une référence s'il y a des parents dans la salle qui sont intéressés. Il y a ce livre qui s'intitule « Le défi des enfants bilingues ». C'est très simple, c'est divulgatif, c'est pas fait pour des linguistes. Mais si vous posez la question vous aussi, comment je fais pour garder le franco-provençal quand mes parents rentrent de l'école en parlant italien, vous pouvez trouver des suggestions. Merci Gabriella. Nous allons poursuivre notre tour d'horizon avec un témoignage qu'on a enregistré parce que la personne ne pouvait pas être là. Il s'agit de Myriam Clusa. C'est quelqu'un de très actif au niveau du village qui s'occupe de beaucoup de choses dans l'encadrement des enfants, dans les activités sportives, etc. Elle est comédienne de théâtre populaire valdotin. Elle est mère de 3 enfants. Elle n'est pas enseignante, elle est comptable. Nous allons écouter ce qu'elle nous raconte. Voilà. Buonasera, mijn naam Myriam Clusa, questo circa Hebrozzo per San Nicolà e di belle di un po' le azzo che le mie. Vabbè, ni trimeno e ni conta ni fa differenti tappe da una via. Lo patuè comincia il progetto di suite maison, mamma e papà hanno tozzo pregia patuè. E après, finché che non siamo all'open un certain periodo dopo asti, niente so pregia patuè, è un sempre episodio che non ho pregia un patuè in cino, ma mio papà e la mio gran un patuè, ma prozzo di no, asti pregia in italiano, l'asti già. Un giorno sono venuti buoni a capire dove sono maison e di hela, e mi hanno detto, va a chiedere papà e mamma, a me se lei ha detto chiedere, mamma, non dice che pregia come no. Che sembra un bug étrange volé all'epoca. Après, bon, j'ai tourné super le school, ni continuando mon parcours e per vella, per la giusta, e anche che mi si mariei per Petterone, e si restai per Petterone 3 ans, mi si resti a ramasser sull'uomo, e alla questo sui la maison, mi trimeno, e all'end de vampire. Tu zo pregia patuè che quando restava a Asti, u tajau de periodo che ti fiabe dolo de pregia patuè inicio? Me inicio, ni to zo pregia patuè, ni cugni soponio tra lei a pregia di persona, e to che il compagnon de Zocula che questo Helia mi ha motema per le pregia patuè a chi comprende patuè. E ni evidamente quand li 8 heures, on pregia un po' patuè il telefono perché 8 heures sono un compagnon un po' new. Mi persino, ni toso, ans, i supérieur, me rappelle une phrase de mon copain, che li créait pour que me, alors mieux de lui en italien, et me, devant d'écrire en italien, penso un patuè traduzione in italien. E allora je mi levo a hit. Camimo. Tozo pregia patuè. E après tu fais de théâtre patuè, tu fais plein des activités. Donc, ouais, le patuè è importante. Absolument. Il faut che fa un chanson per fare le patuè meno, che se no... E hai che t'ha domeino come lei racconta invece? Inizio le po' come voglio, perché me l'amo papà e mamma pregia patuè, ma a me si maria e vieux che pregia patuè, mi può le insegnare ma a motea e a do. Quand les lieux on se pregia italien, le menu quand les lieux on pregia in italien, quand si soletta me pregia in patuè. E mi ho detto a me grande pregia in patuè, menu mi è un po' comodo quand loro parlano in italiano. E donc come dire, la voglia che si torna a lei, un satto che si muove dalla cuia e la fa un pregio in italiano. Ma è vero che il menu di me è quand le pregio in patuè, cerco di rispondere in patuè, tenza in terra, mi chiedo parole in patuè italiano, tipo lo fiolè che si dice pusciapo e si dice ho pusciato, vabbè, va bene. E lo comprendo, perché a forza delle pregie lo comprendo. Il problema è che pregio un po', sono timido un po' della pronuncia e tutto altro. Veglio dalla première, della che fi première media, aga comincia a pregare lo patuè perché lo patuè le altri lo comprendono un po'. E don gli sa mia patuasanta, pregio un patuè per potersi comprendere di compagnon. E don magari comincia, però se è un po'
come di spiegare parola per parola come un teatro, come un copione da suivre, la montaigne, quindi... Die a fait pas de conversation, mais quand même, il y a besoin de faire de conversation. Pour faire une conversation, les proues, vi accompagnano, poi vi me, perché évidemment, le bagage se prend de voix, et après, vi non ci a maison. Mais bon, sono contenti che lei pure, che lo caccia po', perché qui c'è lo caccia, lo fa il pregio patuella, ma poi, che a me in realtà, a chi se oggi che passa, dovrà salire un patuè, perché se un po' un patuè devo salire di ieri. Ma che sono sotto il bacchio. Bien, merci. Bien, merci à vous. Et voilà, donc, il y a un premier témoignage, on nous rendait compte qu'un comportement linguistique de la maman d'un certain type est bien différent du comportement linguistique di sommeil. Un second exemple, il y a Sylvana Denarier qui nous va raconter un témoignage. Il y a une des colonnes importantes du centre, elle a occupé ce tant de ans d'archiver le travail du concours Sarlogne, les maîtresses d'école élémentaire, donc la possible bien des ans vers de Meino et se rendre compte de deux points de vue différents, au moins, comme à l'école et le concours Sarlogne, de réflexion de si la langue. Et donc, tu as la parole, voilà, merci. Ni pour de papier à faveur, ni pour de documentation, ni quelque chose qui me rappelle. Et basta. Ni fa le coup à 40 ans et circa, à peu près tout viennent de pays de montagne, parce que à peu près 20 ans d'un côté d'un village piccolo, io che in Nucula Soletta. A toutes les classes, tendant oui de menu de la première à la cinquième. Et l'autre métier du temps à Saint-Nicolas, avait moins de classes, mais quand même, ci capi de menu, et par certaines manières, ci capi commode. Et je peux dire que, bon, je peux faire des exemples d'un cas plutôt de famille, ecco. Alors, meni todo pregiapatue a maison de melan todo ce pregiapatue, io che giusto, n'ai pas una persona che lui pregia italien, ce prezon patue. Quand ma fille est allée à l'asilo le premier coup, non todo de l'asilo, et au bout de ça irait patue. Perché il y a pourtant d'occasion resto a maison et resto avec ma mamma quand meni al culla e ad un prezzo sempre patue. De d'un poc a temps, lei a maison e prezzo tot italien. Mais continuò a répondre patue e gli la sempre continuò a pregare italien. A per me, come io non ho cercato di facile, ma bon, all'asilo, bon, poi. A più fu dire che alla culla restò un po' tout le temps. Il pour la réflexion tendait à nous à tourner à la maison, et après tourner à la culla, et puis tourner à la maison, et le temps est moins long de rester à la culla. Alors, quand elle est passée à la culla, d'autres maîtresses n'avaient pas pour aller à la folie à la culla avec moi. Alors, à la culla, logique que me preso italien. Quand on est à la maison, preso patoué, elle continuò sempre a pregare italien. Plutôt, sauf ce franc-là, il y a un mot que ça y est pour comment dire, donc je sais bien pas tout, mais comprenez bien tout. Et oui, mes frères, mes sœurs, oui, le dit du village, je ne présente pas tout, ça rend bien à dire que tout ça pas tout. Et à la fin, venait que l'italien se superposait au franc à la lèvre. Mais tant que tu fais, il n'y a pas de grosse solution tout de suite. Et bon, mais continuons à prédiger patoué, à maison sempre patoué, et fou,
era la logique che preso in italiano, preso in francese, bon, ne fa le concours in Sologne, sempre, ancora voi le autres menù, e la mia baga è abbastanza presente ancora dans les autres famiglie. Mi sembra che la baga più o meno legale petite. E après, bon, on continue le secours et tout, et io dico che, bon, le patois, come la de Ania, se dit compris à modo, reste les pailles et fond. Et à, près de patois, près de bon patois, vous le meno, et près de bon patois, à vous chute, et encore vous mais, et près de bon simple patois d'aperto. Sur l'Australie, c'est l'occasion de près de patois, et sinon, bon, on plaît d'autres langues selon Henke na foot. Tendez à Henke je puis dire que, il moment, critique, c'est pas comme il faut dire, c'est difficile, parce que d'un côté, continuer à prêcher patois quand on te dit tout en italien, et après, quand tu es à l'école que tu prêches italien, et à maison, changer questa abitudine è abbastanza pesante. Ti hanno da rispondere in italiano. Ma si può dire se è un baga indispensabile o po', magari sto cammino. J'ai vu que encore d'autres dans le village, lei resto. Alla culla hanno cominciato a pregare italiano, après fu hanno cominciato a pregare italiano quasi sempre, e je vedo che avui c'è hisse di villaggio preso un c'è patois, e poi magari na de frère che un thriller preso italiano. E d'autres preso un patois ancora a maison. La baga le tournée sortite diario, le tournée une habitude comme Halakeli. Il faut dire que le milieu est extrêmement patoisant parce que les Italiens ont quoi c'est pour a fait une famille qui a eu de gènes et sinon sont toutes valdotin. Donc la bagarre est bien différente. De notre situation, penso che la baga, magari l'italien prende un paese più gros, petit. E a Saint-Nicolas, la situation è un mieta differente. Noi abbiamo mazzo di famiglie, io che magari il papà ha preso patois, la mamma no, o lo contrario. E donc, le menù, che ci ho preso, che ci comprenait, Couture, ni qui comprenait, ni qui preso perché la yon parent che preso pour le patois et ça yon pour un patois. On a encore eu des cas extrêmement particuliers parce qu'un an qui n'a pas la fière du patois, n'a pas prévu de faire la fière du patois à Saint-Nicolas, un petit marocain quand on fait le théâtre de présenter à ceux qui venaient à Saint-Nicolas, l'a voulu faire lui la partie à la pilonze. Io che n'avais bien depuis de bague da dire, elle a tout préparé en patois, perfect. Et comprenait tout, la population ni arabe, ni italienne, ni preso stra a modo. Et lui, stra content de faire ce bagarre. Voilà. Tendez, il ne faut pas français perdre de courage. Je pense que si on continue à prêcher patois, que tout ça reste. Bien, merci Sylvain. Passons la parole à Marina Fey, qui nous porte des exemples de tant de situations qu'elle a vécues différentes. Elle est enseignante, chef d'établissement, elle est surintendante des écoles. Et donc, nous va parler quelques exemples de ce que se fait dans l'école. Oui, d'accord, merci. Alors moi, je vais alterner un peu les langues. Ah, attends, oui. D'accord, comme ça, ok, tout le monde m'entend.
Alors oui, j'ai eu une expérience différente dont je vais utiliser dans ce cas pas seulement le français, je vais utiliser l'italien, je vais utiliser le patois. Mon patois c'est un peu différent, c'est peut-être pas perfetto comme le petit Marocain qui avait raconté parce que mon patois c'est un patois de la basse vallée, donc c'est un patois, ma mère est de Liliane, Yann, et mon père de Perle, voilà. Donc c'est un patois qui a aussi des influences du piémontais, mais il conserve aussi des archaïsmes par rapport à d'autres variantes du patois. Alors, je vais commencer en disant juste 2 mots d'un point de vue aussi de l'école, du système éducatif. Alors, l'approche, c'est ce que disait avant Madame Vernetto, Gabriella, et c'est une approche plurilingue. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait aussi, quand on parlait, il y a quelques années, on parlait de bilinguisme et après, on a utilisé le mot plurilinguisme. Donc, on a gardé aussi, d'un point de vue de la dénomination, le fait de l'alternance, donc de l'italien et du français, qui est prévu par le statut, mais aussi une approche différente. Comme je viens de dire, une approche qui va valoriser. Voilà, j'aime souligner ce mot parce que c'est très important, le fait de valoriser toutes les langues. Donc, pas seulement les langues qui sont les langues officielles, bien sûr, l'italien et le français, dans notre cas pour la Vallée d'Aoste, mais aussi les autres langues, les langues de la famille, les langues régionales, ce qu'on nous pour notre patois, nous disons la langue du cœur, mais aussi les langues qui viennent d'autres pays, parce que forcément, aussi dans les écoles maternelles, on a par exemple des petits qui viennent de la Roumanie, d'autres qui viennent aussi d'autres pays de l'Est, qui viennent des États-Unis aussi, ça dépend aussi de la migration, des différents phénomènes. Et donc, à partir déjà des plus petits, mais avec le système éducatif de l'école maternelle, on emploie cette approche et avec les adaptations, en 2016, on avait essayé d'aller un peu discipliner ces approches et on a utilisé un terme que j'aime beaucoup, est éveil aux langues. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément enseigner. Quand on disait avant, on parlait par exemple de l'enseignement de la langue, des règles, de la grammaire, du système morphosyntaxique, tout cela. Bien sûr, avec les plus petits, on ne peut pas faire ce discours et c'est à travers l'oral, surtout qu'on va travailler et on va associer toujours le terme culture. Voilà, on parle de langue, mais surtout de langue-culture. Donc, valoriser les langues et les cultures. Et un autre sujet que je voulais vraiment souligner, qu'on a déjà dit, c'est aussi l'ambiance, c'est-à-dire le contexte. Il faut il faut travailler dans un contexte où tout le monde, les enseignants bien sûr, en tant qu'éducateurs, mais aussi les plus petits, les enfants sont à l'aise, c'est-à-dire qu'ils sont curieux, ils vont poser par exemple des questions, et il y a donc aussi une ouverture vers l'autre, et donc une question de respect de l'autre, de la culture de l'autre. Comme je dis maintes fois, c'est le fait de bien aussi connaître sa propre culture, donc il y a une question aussi d'identité, et après, on peut bien sûr aussi s'ouvrir vers d'autres réalités, parce que en fait, on est dans un contexte quand même européen, donc il ne faut pas oublier que si d'un côté, il y a une sauvegarde des langues minoritaires, par exemple la loi 482 du 1999,
de l'autre côté, il faut aussi favoriser quand même l'internationalisation, donc donner la possibilité à nos jeunes de s'ouvrir, de connaître aussi d'autres réalités. Et dans l'école Valdôtaine, on a cette possibilité avec tout un tas de projets, comme les projets Erasmus, par exemple, où il y a des mobilités individuelles et de groupe pour les jeunes, donc pour les élèves, mais aussi des mobilités pour les enseignants. Voilà, donc je crois que là, tout se tient. C'est-à-dire qu'il faut bien, comme je disais avant, connaître son milieu, mais aussi dans une orientation d'ouverture, de respect, voilà, de connaissance de l'autre. Ora parlo circa da mia situazione. Allora, me ero professoressa e la prima supplenza che avevo avuto era sulla IAS. Allora, me lavoravo in realtà a Infostrada, quindi era proprio niente di mai una supplenza davanti, non te la e niente. Poi dico, questa supplenza fino al mese di giugno, se voi, quindi se post per francese, allora parto verso ad Ayas e là tutti praticamente parlavano patois. Maestra, eravamo in elementari, mi ero in medie, e era tutti i bof, quindi che parlavano tranquillamente in patois, e allora a me rispondevo in patois. Et ça chose pratiquement portait dire, madame, mais vous connaissez le patois, donc vous comprenez ce que nous disons entre vous. Oui, bien sûr, parce que moi, c'est un patois un peu différent par rapport à vous, mais moi aussi, je suis patoisante. Ah, et là, je vous dis que c'est vraiment anche d'un point de vue da relazione importante, perché on dit, ma allora è pas che sei un professeur où papa parlait quindi in patois. Et c'est à partir de là aussi, voilà, maintenant je parle en français, ma compétence, parce que moi j'ai fait un doctorat en linguistique et j'ai travaillé sur les Noëls en franco-provençal, et donc j'ai fait aussi, j'ai utilisé mes connaissances pour aider les élèves, par exemple, de la dernière classe de troisième, pour comprendre l'évolution, par exemple, linguistique. Et là, a été très intéressant. Par exemple, les gallicismes. Si on pense, c'est en train de faire, il juste fini de faire une chose, ora ne fais une autre. Alors, tous les gallicismes en français, je suis en train de, je viens de, je vais, et il y avait des structures qui étaient en fait patoisantes par rapport à l'italien. Et c'est plus facile, par exemple, leur faire comprendre voilà, le fonctionnement de ces structures, parce que c'était en fait en partant de la langue maternelle des élèves. Et on a fait tout un travail, par exemple, d'éducation linguistique intégrée avec les élèves. On a pris le Petit Prince, par exemple, le Petit Prince en italien, le Petit Prince en français, le Petit Prince en anglais, et le Petit Prince en patois, bien sûr. Et on a fait tout un travail avec eux d'analyse, d'un point de vue, par exemple, linguistique, mais aussi d'un point de vue aussi de valorisation et reconnaissance de la langue. Parce que là, c'est ce qu'on vient de dire, le statut, le contexte. Si vraiment on veut poursuivre avec voilà, la sauvegarde, disons, aussi du franco-provençal, il faut donner, quand même, reconnaître que ce n'est pas simplement une question de prestige de la langue. Toutes les langues sont importantes et chaque langue a sa, quand même, connotation. Une connotation plutôt familiale, je dirais plutôt officielle, commerciale, mais toutes les langues et tout le monde a le droit de parler et de s'exprimer dans toutes les langues. Et ce n'est pas le fait d'un bilinguisme parfait. Ben, bien sûr, il faut connaître les règles, la morphosyntaxe et tout ça, hein, parce que sinon, comme enseignante, je ne pourrais pas dire différemment. Mais il faut vraiment souligner cet aspect. Et il faut aussi faire participer, là c'est très important, on a beaucoup travaillé sur ça avec Madame Vernet aussi, avec les formations des enseignants, faire participer aussi les parents, par exemple, ou les grands-parents.
avec les plus petits, à l'école maternelle, aussi à l'école primaire, avec des projets plurilingues. On avait des stratégies, par exemple pour la boîte à histoire ou le sac à histoire. Dans ce sac où il y avait des histoires biplurilingues qui circulaient, par exemple, et les familles, avec leurs petits, étaient là à lire l'histoire, à faire des petits jeux. Et après, les parents aussi qui entraient à l'école et qui présentaient, par exemple, aux autres copains leur langue ou la petite activité qu'ils avaient faite. Et donc, je crois que là, c'est important. Et je vais donc citer aussi ce que nous avons dans la loi régionale, la 18 du 2005, où on dit: il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di un'educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali et linguistiques. Donc je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ont dit les collègues, les témoignages des enseignants et des parents, c'est-à-dire qu'il faut croire. Venta pas essere timido, preoccupato se pas pronuncia bien sa parola, se il pas sa competenza per poi parlare la lingua, ma perché se noi parliamo pas la lingua, alla fine la lingua amore. Quindi là, vraiment, je souligne cette importance de parler les langues, de travailler sur la partie de l'oral. L'écrit, c'est très important, ça va à la compréhension. Nos élèves ont une très bonne, là, je peux le souligner aussi avec les épreuves régionales, avec les invals aussi d'anglais, un très bon niveau d'un point de vue de la compréhension, mais il y a encore à travailler sur la partie de la compétence. Et donc, je veux souligner parce qu'une langue est vivante si une langue, on la parle. Et donc, vraiment, là, c'est un engagement. Tout le monde, donc on a dit les parents, l'école, la société. Et alors, il faut parler le franco-provençal, le français, toutes les langues, parce que toutes les langues ont une dignité. Voilà, c'est tout. Merci Marina. Je pense qu'il est très important tout ce qui a été dit là, parce qu'effectivement, très souvent, on fait un peu une analyse rapide en disant que si une langue décline, c'est à cause de l'école. Très souvent, on l'entend. Dans beaucoup de discours, même recueillis en dehors de la vallée d'Aoste, dans d'autres contextes minoritaires et tout, les discours tendent à dire la langue n'a plus été parlée parce qu'elle a été interdite. Certainement, les interdictions font mal aux locuteurs, mais il y a beaucoup plus. Et on le voit même quand l'école marche bien, la langue peut décliner. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de parler à plusieurs voix, de discuter ensemble, parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Après, peut-être pas tous les enfants ont eu la chance de pouvoir faire le Petit Prince en patois et les Noëls de Savoie, mais quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup à discuter, et c'est seulement en discutant tous ensemble qu'on peut aller un peu plus loin. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons encore deux témoignages, on va dire, prévus, mais après, il faudra que le public aussi... que le débat rebondisse aussi du côté du public. Donc je présente Patrizia Bérard qui va nous porter un témoignage, on va dire un triple témoignage en tant qu'adulte qui se souvient de son vécu personnel, en tant que mère de 4 enfants et en tant qu'enseignante. Elle est enseignante d'école primaire et donc je te laisse. Bonsoir à tous. Je remercie Christiane pour l'invitation parce que je pense que c'est une occasion très importante et on en a
tellement pour réfléchir sur l'état des langues en Vallée d'Aoste. Je trouve que, surtout pour la langue française, mais aussi pour le franco-provençal, dernièrement, il n'y a pas trop d'occasions pour s'exprimer, donc je remercie de pouvoir m'exprimer face à ce discours. Bien sûr, quand Christiane m'a invitée, et j'ai dû préparer quelque chose à dire, j'ai été bouleversée du point de vue émotif, puisque la langue maternelle, c'est ça, un souvenir, des couleurs, des parfums qui rebondissent, qui vous prennent. Et quand j'ai fait un recul à mon enfance, j'ai pensé que, j'ai fréquenté l'école primaire à Imaville. Ma première langue a été le franco-provençal. J'ai appris l'italien à l'école. Donc, je suis arrivée à l'école maternelle ne sachant pas l'italien. La télévision n'existait presque pas chez moi. Le village parlait patois. Mais j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire, j'ai appris un peu comme le premier témoignage de Vernette. J'ai appris l'italien et c'était normal. À la maison, je parlais patois. Dans le village, je parlais patois, etc. Et voilà, donc on a fait les concours Cerlogne. C'était pas un problème. J'ai appris l'italien. Je travaillais peut-être un peu moins bien au début que les autres italophones, mais bon, après j'ai bien réussi toute ma vie avec l'italien. Quand je pense au contraire à mes fils, j'ai eu 2 expériences. Les premiers 3, dont un est dans la salle, ils sont nés en 2000, 2001, 2003. Donc les 3 ont grandi ensemble. Ils ont toujours parlé patois à la maison. Ils ont continué. Je les ai stimulés aussi pour la langue française, les comptines, les chansons, les histoires en langue française. Donc c'était un bain continuel de langue. À la maison, ils ont continué à parler patois. C'était marrant, des fois, avec la cousine qui avait la mère italienne, surtout l'aînée. Ils commençaient à parler patois. Après, elle finissait la phrase en italien. Et sa cousine, c'était le contraire. Elle commençait en italien et elle finissait en patois. Donc, c'était marrant. On se marrait avec les enfants d'écouter, etc. Bien sûr, les interférences ont été fréquentes, soit en italien, soit en patois. Donc, le début de la confusion linguistique, mais on a toujours valoriser cette façon d'apprendre les langues. Ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, moi, j'ai vécu le concours Cerlogne comme institutrice, pas trop souvent, parce que moi, le patois, je l'ai valorisé dans la classe, on faisait des poésies d'amour, on écrivait un patois aussi, on faisait différemment, parce que, le concours Cerlogne, c'est une recherche très importante, et je suis pas trop chercheuse, je préfère inventer, créer de rien. Mais, par exemple, j'ai vécu le franco-provençal, le concours Cerlogne, je disais, c'est une occasion pour acquérir de nouveaux patoisans, donc voilà, tout le monde remettra à apprendre le patois, c'est bien. Mais avec la petite dernière qui est de 2012, j'ai été choquée à un moment donné parce qu'en 2016, on a eu, donc elle avait 4 ans, on a eu le concours Cerlogne à Charvanceau. Et elle aussi, elle a commencé à parler patois. Et alors, on a commencé à mettre des drapeaux rouges et noirs de partout dans la commune. Elle a dit, mais c'est quoi le concours Cerlogne, maman? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je lui ai expliqué, il y aura un spectacle, des chansons. À un moment donné, elle s'est arrêtée. Ma peut le patouer? Peut le patouer? Parce qu'elle, par rapport aux autres, a vécu déjà un changement de statut de la langue du franco-provençal. Parce que si les 3 premiers, déjà, la communauté était plus patoisante, dans les dernières décennies, je pense que on a assisté à un décalage de la langue du franco-provençal, je pense un peu évident. Donc, elle était super heureuse et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai compris que le concours Cerlogne, c'était pour les patoisans parce que elle était super heureuse de voir sa langue avoir un statut. On la fêtait, on pouvait parler patois parce qu'elle a vécu le fait qu'elle était la seule patoisante. Il n'y en avait pas beaucoup à l'école. Donc, maintenant, moi, à l'école, sincèrement, je fais un travail de sensibilisation et je dis, il est important de parler patois, de parler français parce que les deux vont ensemble. Et maintenant, il y a une grande difficulté. Les Valdôtains ont abandonné le français et ont abandonné le franco-provençal. On ne croit plus à la culture il faut faire une grande réflexion sur l'importance de la culture.
Mais à un niveau culturel, parce que maintenant c'est la mode, tous les parents voient la mode de l'anglais qui est important pour la digitalisation. Moi j'ai peur de ça parce que c'est important l'informatique, mais avant les enfants, moi je crois surtout au primaire, ils doivent apprendre la langue, la lecture, l'écriture, ça. Pas nécessairement par le biais de toute la technologie qui déjà envahit le quotidien des enfants. Moi, je suis pour les protéger de la technologie, excusez-moi, parce que je vois les résultats, je vois les décalages cognitifs, les difficultés cognitives que l'exposition aux nouvelles technologies a emportées. Donc, voilà. Mais j'avais envie de partager un bulletin scolaire de l'école maternelle, l'école de l'enfance, comme on dit en italien, de l'infanzia, de mon fils aîné, qui est né en 2000, donc il est âgé maintenant de 23 ans. Et lui, il adorait les langues, mais il a toujours mélangé les langues. Le premier mot qui lui venait à l'esprit, il le disait, bien sûr. Et à l'école aussi, c'était la même chose. Alors, à la fin de la deuxième année de l'école maternelle, on voit écrit sur son bulletin scolaire. Alors, on le faisait encore. Maintenant, on met des croix. Maternelle. Maintenant, on fait des croix. C'est moins, en effet, je suis allée chercher pour la quatrième, mais c'est plus impersonnel. Et l'institutrice, à la fin de la deuxième année, disait, donc nous sommes en 2005, il suo linguaggio non è sempre comprensibile in quanto presenta ancora numerose interferenze dialettali e francofone. Ça, il faut réfléchir sur même le statut que nous avons, ce que nous avons dans la tête pour le plurilinguisme. Et je continue. Dans sa dernière année, donc là, on sommes en 2006, il a 5 ans. In questi 3 anni di frequenza della scuola dell'infanzia, il bambino ha superato le sue difficoltà linguistiche. Infatti si esprime molto meglio in italiano, pur rimanendo alcune interferenze francesi e patoisantes. En langue française, il a suivi et participé aux différentes propositions en langue 2. Je n'aime pas langue 2, mais bon, ça va. Tout de même, il n'a pas démontré un intérêt particulier pour ce langage. Imaginez-vous bien. je comprends ça. Et il continue encore. Pour lui, le français est son idiome maternel avec le patois. Il représente le milieu familial. Tout en ayant de bonnes capacités de compréhension et de production verbale, il n'a presque jamais exercé sa compétence active face aux copains. On comprend bien, parce qu'on ne le laissait pas s'exprimer quand il disait, lui pour dire arcobaleno, il disait arc-en-ciel, c'était le premier mot qui lui venait à l'esprit. Mais on continue encore avec le français. Il répond aisément aux questions, et là, je me vois aussi comme défaut de ce qu'on parlait de la langue de l'école. Donc là, on revient sur la scolarité. Il répond aisément aux questions, il répète des histoires, et son vocabulaire est riche et varié. Donc voilà ce qui est dans l'apprentissage. Bon, ça c'était pour exemple, j'aurais dû peut-être aller chez l'assesseur, mais c'était mes collègues, donc on enseignait dans la même école. Je souligne que c'est des collègues qui sont patoisantes et francophones qui ont écrit ça, hein, donc ils comprenaient le patois. Ça m'a fait mal de lire ce bulletin scolaire, hein, donc c'est différent. Comme parent, c'est pas facile à accepter. Je savais qu'il mélangeait toutes les langues, mais ça, on pouvait bien le prendre comme ressource pour les autres. Non, donc tu me dis un mot en français, je l'écris sur, je le dessine, comme on dit en italien, comme on dit en français, on en profite. Non, donc voilà ce qu'il y a. Par rapport à ma petite dernière, maintenant, elle est en train de nous parler tout en italien à la maison. Moi, je continue bien sûr à parler patois. Des fois, je lui dis, en me marrant, je lui dis, nous sommes rigolotes les deux, parce que moi, je te prête patois et tu me réponds en italien. Et dit, non, prête en français. Alors, des fois, on parle français, tout ça. Et maintenant, elle me disait déjà il y a 2 ans, mais la cause de l'école, là. Elle donne la cause à l'école. Je pense que c'est plutôt le milieu social. Ce que j'ai vu, déjà avec mes 3 petits, les 3 premiers, ce qui a changé par rapport à quand j'étais petite, c'est aussi la langue française, le franco-provençal par rapport aux personnes âgées. Je ne vous dis pas la difficulté quand je
je rencontrais des personnes âgées qui parlaient italien à mes fils et je leur disais, mais non, prezzo patois, le meino prezzo patois, fier de le dire et de dire, parlez patois avec eux. Ils n'arrivaient plus à leur parler patois. Ça fait mal. Hein. Ils n'arrivaient plus à parler patois avec des petits, parce que pour eux, les petits parlaient italien. Peut-être, je ne sais pas, peut-être parce que la télé parlait italien, les journaux parlaient italien. Donc même les personnes âgées ont perdu leur mission de transmettre notre langue, le franco-provençal. Ça me fait mal, terriblement mal. Dans mon village, personne n'aurait imaginé de me parler italien, bien sûr. Donc c'est une grande réflexion que je pense qu'il faut faire. Ce que j'invite vraiment à la région autonome Val-de-Têne de reprendre en main la discussion sur le français aussi à l'école, parce que, je le dis, le cours ouvert, mais même les nouvelles générations de maîtresses ne remplaceront pas les vieilles générations qui parlaient patois, qui parlaient français, parce que le français va de pire en pire aussi avec le franco-provençal. Je termine là, parce que, excusez-moi, ma veine critique, mais ma vie a été dans le but de, bien sûr à l'école, c'est mon travail de dire aux enfants que c'est important de parler français, c'est important de continuer à parler patois. J'y tiens vraiment beaucoup et je souffre en voyant ce qui se passe de nos jours, parce que le français, par exemple, je comprends le franco-provençal, mais le français est un atout. L'importance d'avoir une langue internationale en Vallée d'Aoste et on fait toujours moins dans les écoles. Je le dis sincèrement, le cœur ouvert, hein, mais je suis convaincue de ce que je dis parce que je le vois malheureusement. Merci de l'écoute. Merci Patrice. Le dernier témoignage, maintenant, Valerio Cedrin, enfin un homme. On a parlé de langue maternelle et il fallait bien insister sur le fait que langue paternelle. La mission autour des langues et tout ne concerne pas que la moitié féminine du monde. Donc, heureusement, nous sommes contents d'avoir aussi un homme qui est un père de famille. Et Valère a 3 enfants. Il ne s'occupe pas d'enseignement. Il est très actif aussi dans le Fiolet, dans plein d'activités. Et donc, voilà, un point de vue encore différent pour illustrer un peu la question. Oui, en effet, je suis monsieur personne en réalité, parce que je n'ai pas étudié la linguistique, je ne fais pas d'études, je n'enseigne pas, je ne suis pas enseignant, mais en effet, je suis père de 3 enfants. Et bon, il faut remettre un peu le contexte. Chez nous, en fait, moi j'ai marié une femme, une Belge francophone, donc je parle français à la maison avec ma femme, mais j'ai toujours parlé patois à mes enfants. Alors maintenant c'est marrant parce qu'entre eux, en grandissant, alors les 2 plus grands parlent français entre eux, et par contre les 2 avec la petite, ils parlent patois. Et c'est eux ça se fait comme ça, hein, ça se fait naturellement, c'est eux qui ont choisi, et moi je n'ai jamais essayé de leur faire changer leurs habitudes. Mais par contre, par exemple, j'ai remarqué que quand parfois ils jouaient ensemble au Lego, ils avaient une grande passion pour les Lego, et alors quand ils recréaient des situations, ils imaginaient une situation comme ça de jeu, et alors là, ils jouaient en italien, les personnages, ils parlaient en italien. Ils faisaient parler en italien leurs personnages du Lego. Et ils se donnaient les instructions en français ou en patois entre eux, et après ils jouaient en italien. Mais je pense parce que ça venait justement de l'école où ils avaient entendu, vu quelque chose, et donc ils portaient ça à la maison. Par contre, avec moi, bon, ça est arrivé, oui, en effet, au début, quand ils ont été à l'école maternelle, sans doute, ils ont essayé parfois de dire des mots en italien, de dire quelque chose, une phrase en italien. Mais je pense que c'est moi un peu, j'ai toujours été très, très dur pour ça, je pense très sévère. Et donc, j'ai tout de suite expliqué que à la maison, avec papa, c'était patois, et avec maman, c'était français, et l'italien, c'était à l'école. J'ai eu peut-être énormément de chance, je ne sais pas, mais ça a marché avec tous les 3. Les 3, ils me parlent toujours en patois, et non seulement ils parlent en patois,
maintenant, les deux plus grands, ils ont un GSM et on s'écrit aussi en patois. Et c'est eux qui l'ont fait spontanément. Là aussi, c'est eux qui, en premier, ils m'ont envoyé un message quand ils avaient besoin et ils ont écrit en patois, comme ils pouvaient, comme ils savaient, avec plein de fautes, plein d'erreurs, mais peu importe, ils écrivaient en patois. Et moi, je répondis en patois et maintenant, ça se passe donc de manière vraiment naturelle. Et oui, je pense que donc un peu ça a été le fait d'être un peu ferme sur ça, de ne pas laisser rentrer l'italien à la maison. C'est triste de devoir dire ça parce qu'en réalité, ça devrait, comme on l'a dit, ça devrait être une richesse. Mais j'ai l'impression, c'est mon avis, et je veux vraiment je n'ai rien à enseigner aux autres. Je dis seulement ce que je pense. Mais j'ai l'impression que si on laisse rentrer l'italien à la maison, déjà il est tellement fort et déjà tellement présent dans leur vie. On l'a vu dans le graphique qu'elle nous a montré, il est déjà tellement présent, elle est déjà tellement présente comme langue dans leur vie. Si on la laisse rentrer aussi à la maison, j'ai l'impression qu'après c'est perdu parce que c'est vraiment facile pour eux et eux ils essayent de suivre ce qui est plus simple. Si la communication se passe, s'ils voient que les parents ils acceptent de parler italien, bon ils le font parce que c'est simple, c'est plus facile pour eux. Et donc bon voilà, moi c'est pour ça que j'ai essayé de les arrêter tout de suite, ça a marché. Mais alors évidemment aussi, ce que je faisais, c'est donc, chaque soir avant d'aller dormir, je leur lis une histoire. Bon maintenant plus celui qui a 18 ans évidemment, hein, mais avec la petite oui encore. Et alors parfois le livre était en français, je lisais en français, parfois le livre était en italien. Alors je traduisais en patois, je le lisais en patois. Et comme je pouvais, parfois, évidemment, je me bloquais un peu, j'avais des difficultés, j'inventais, changeais un peu l'histoire, mais bon. Et oui, donc ça. Et après, la télé, je pense aussi, on a toujours regardé la télé en français, jamais la télé en italien. Parfois, je leur faisais voir Peppa Pig en anglais, en d'autres langues, mais jamais en italien, vraiment parce que j'avais cette impression qu'il ne fallait pas laisser rentrer la langue dominante à la maison parce que sinon c'était foutu. Bon, ça a marché. Je ne sais pas si ça peut marcher avec tout le monde, moi ça a marché. C'est vrai qu'après, dans le contexte, on l'a dit, chez nous, dans notre village, on n'est que 3 familles dans notre village, donc et les 2 autres ne parlent pas patois, ils sont des italophones. Arpuis, Exonnet, malheureusement, là aussi, les vieux parlent italien aux enfants, sauf le père de Christiane, bien sûr. Et oui, donc ils n'ont pas la possibilité de parler patois en dehors de la famille. Et je le vois pour eux, ils ont des difficultés. Parfois, ça arrive justement qu'Honoré leur pose des questions en patois, et je vois qu'ils ont une difficulté parce qu'ils ne s'attendent pas à que quelqu'un leur parle patois en dehors de la famille. Et ça limite leurs compétences linguistiques parce qu'ils n'ont que mon vocabulaire à moi qui vient normalement de l'ordre, fais ceci, fais cela, non, ça ne se fait pas, les devoirs, qu'est-ce que ça. Mais voilà, il leur manque une grande partie du langage qui ne peut venir que du contexte social, mais un contexte social que chez nous, il n'est plus patoisant. Et voilà, moi, je pense vous avoir tout dit parce que en réalité, voilà, n'ayant pas fait d'études, n'étant pas un enseignant, je n'ai vraiment rien d'autre, je n'ai rien à apporter d'autre que mon expérience à moi. Merci Valère, je dirais même que ton expérience est très intéressante parce que justement, ton témoignage appartient au monde de la Vallée d'Aoste qui est fait de personnes très différentes qui n'ont pas réfléchi à la langue. D'ailleurs, c'est dommage qu'ici, il n'y ait pas ce genre de personnes. C'est-à-dire que si on avait fait une enquête approfondie sur le thème, on aurait eu des témoignages de personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la langue, qui acceptent sans se poser de questions le comportement linguistique n'importe quel qu'il soit.
Et au contraire, ici, voilà, on a plutôt des personnes qui ont déjà réfléchi, donc il s'agit pour quelqu'un des enseignants, mais aussi des personnes qui ne sont pas enseignantes. Et ces témoignages sont très intéressants parce qu'il n'y a pas que l'aspect intellectuel, il y a aussi l'aspect émotif, émotionnel, l'aspect familial, patrimonial, il y a beaucoup de choses qui interviennent, l'aspect social. Et donc, merci beaucoup de tous vos témoignages. Je voudrais juste revenir sur les messages que t'ont envoyés tes fils. Tu as bien dit, ils avaient besoin de toi quand ils t'ont écrit les premiers messages. Ils avaient tout compris. Voilà, ils avaient peur de rester quelque part abandonnés dans un parking à attendre le papa. Bien, alors là, je plaisante. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut intervenir auprès du public. Et ce serait bien d'avoir encore des questions, des témoignages, des réflexions, des considérations de tous les types. A Botolenzo è abbastanza in località, in posti che non viene turismo. E allora il y a la contraddiction oui, le travail et la réalité. Quand si vous mettez più, il n'y avait pas de problème parce que la majorité di zen prendeva un patois, un zoiva in patois, un alleva l'école et là il prenait le français et l'italien, mais quand on faisait des moyens, on avait tout patoisant, alors il y a pas. Au contraire, aux autres wait, c'est les minutes quand ils œillent les fois, qui patoisant n'a pas mis bien. Quand même, il y a encore abbastanza les œuvres des nouvelles générations qui reprennent. Perché io trovo che aveva Alexis Betano e mi aveva detto che selon lui il avait perdu la situation. Mais au contraire, poi con le concorsi a Logno non hanno fait des romains, io partecipo come e il y a abbastanza partecipo là. E adesso il discorso dei votanti, ma a me volevo demandare una vaga, ma secondo me magari per mantenere abbastanza lo franco-provençal, il faudrait bien prêter de la letteratura. Perché non in Odion, Serlogne, malheureusement, il y a un vieux écrit un patois. Quand mais merci à Christiane, j'ai connu le plus de littérature qui partait de Lettré, Marguerite Zoé, et puis il y a tout l'autre. Puis quand j'ai vu qu'on savait que le premier hymne national, il y avait c'est de Genève, juste, tant un patois, c'est tant quoi. Alors, c'est les zen, les minous, ils savent se bagner. Selon moi, ma ils sont peu fiers. I poti ont ma lingua e poi che un genio in sognare per ya. Ya so selon moi, ils font un appel pour fortifier l'enseignement et l'employement de notre langue. Mais tu vuoi faire 4 flèches, 4 papillotes à l'est, donc quand io lo mets un peu chaud, una cliente vient e si mi prende patois e se ta fena di ma così piccolo parla già patois. Après, un altro coup, incontré toujours restant sur le prestige, il y a eu des discussions avec quelqu'un dans la salle, il est présent, il centre d'études, quand Mathieu 20 ans fait, nous disons, presa pas de lingua, le franco-provençal, pas de lingua, la sociolinguistique, les complets prennent pas de lingua. Il y a un fait de bataille terrible, parce que la notre langue, finalement, elle est reconnue à la langue. Et il n'a pas fait plus de critiques. Na vaga più veglia ancora e quand menu de me à l'école maternelle et la sia maîtresse le rencontrava per semaine. Ma salute, va bien, ti chiamo il papa, ouais. Come lo portavo all'icula, si la porta, buongiorno, andiamo a scuola, ma presa lei patois devant l'icula. Ah non, ma l'icula fa pas già italien. Maîtresse a besoin de maison presque, no? Ma dedans l'institution, no, facciamo già di registro. E se è una baga che la bagliamo enormemente fastidio nel mondo dell'icula, perché li ha capito un qua a me. E che a me gli menu e finei sulla conta,
quand l'avons le dentiste ou le médecin, la maman presa italienne, mi dice, ma mamma, perché tu mi presi italiano? Ma sei un médecin, tu pas presi patoué. No, no, anzi, dice, parliamo italiano qua che siamo dal medico. Ma perché mi presi italiano? E so letto lo prestigio della lingua, che ne parti in me. E me volevo dire, per esempio, quand si uomino e il rapporto patria. In meglio, per esempio, italiano la mamma e patria lo papà. E fuori quale cosa avevo dei grossi problemi perché comunque io una vaga avevo male. Cioè, gli italiani avevano proprio male. Io una vaga aborta, non facevo per lo prese. E le altre valdotensi, come se un patria di ferro, comunque io avevo posto a mo', cioè si vuole mettendo in giro, mettendo l'altro. E per cui, soprattutto gli elementari, avevo dei grossi problemi. Poi i medie, io che l'ho perduto. E poi quando mi si bettò per riprendere i superiori, là torna un altro problema perché io avevo sempre avuto male, ma le valdotenchi sono meno, se genevano di mi rispondere in patria. E come le vielle della famiglia, a part Cocchio, il y a anche presente in italiano, ma che quando si cresce, e a forza di m'enervare o di demandare, il y a un po' senza registro. Però il falleva tesoro glielo rappellare perché se no, perché riusciva a un po', io poi tornare in italiano e avevo dei grossi problemi a lo mentire perché comunque l'autore e avevo mai preso in italiano, per comunque. Moi aussi, je suis une institutrice de l'école primaire, je suis une collègue de Patricia. Mon mari n'était pas valdotin, donc n'était pas patoisin. J'ai eu deux fils, ils sont grands, et un travaille, l'autre il étudie encore au bac. Et j'ai toujours parlé français, patois à mes fils. Et encore maintenant, ils me remercient parce qu'ils disent que c'est une grande richesse. Ils disent aussi parce qu'ils n'ont jamais dû prendre un livre pour l'étudier. Ils ont appris sans avoir des listes de verbes. Et donc, quelle chance. Et je lui ai expliqué que, évidemment, aujourd'hui, il n'est pas possible de ne pas connaître les langues internationales, évidemment, parce qu'elles sont véhiculaires pour la communication globale. Mais le patois, c'est les langues minoritaires, donc notre patois, c'est important parce que c'est la langue, la culture, exprime la culture d'un peuple, donc c'est la langue du cœur. Et donc, en famille, on a toujours parlé, même si le mari parlait italien, mais mes parents, les grands-parents de mes fils, l'oncle, ils ont toujours parlé en français, et mes enfants parlent en patois. Hein, voilà. Parlent en patois, ils sont contents quand ils rencontrent des amis qui parlent en patois. Et ils ne se gênent, je ne sais pas si on dit comme ça en français, de le parler lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on est chez le médecin, s'ils sont avec moi ou n'importe quoi. Et pour ce qui concerne l'école, c'est un peu différent. Moi aussi, j'ai fait du concours Serlone, comme Sylvana, etc. Mais comme pour le français, il y a un peu un décalage. Pas seulement donc pour le patois, malheureusement, mais aussi le français. On devrait travailler davantage sur les compétences. Au contraire, on continue à travailler encore sur les contenus, sur les listes de mots, sur les listes de verbes. Et alors ça, souvent, on n'aime pas les langues parce que c'est un peu trop de grammaire, trop d'orthographe. Et on devrait, comme on a justement dit, travailler davantage l'aspect oral pour donner des compétences aux enfants. Et voilà, je crois, c'est ce que je voulais dire.
me volevo baglielo un peno témoignage a don messi de zugnou et liu peña fiavolesi cool de dans les instants quand malheureusement on n'enseignait pas tant patoué imeno. Le meu conscrit de zugnou si c'est dans la mia classe ne niun che presava patoué il y a un chat menu de patoisan. Ma le païen l'a décidé de les prégi italiens parce que pensavam que le fait de prégi patoué la figlia lì moins bien licu, l'impacciale d'apprendre bien le langue. Et juste per dire ça, abitant 2002, c'est l'unique que la fait l'université et que la prend maîtrise en langue. Parce que le fait que mes païens l'ont jamais patoué, la portume en facilité. Cos'altro è bien important, volevo dire, dei pensi come insegnante, perché me tra l'altro insegno inglese, e poi vuol dire anche in altra vaga si so, che lo patoué non rapproche di francese. Me vedo dans les écoles, mi insegno inglese e le bocce mi dicono, ah che bello inglese, francese, così noioso. Allora mi cerco delle fie comprendere che cammino, lo francese è più prossimo che l'inglese. È vero che l'inglese è la lingua dell'informatica, di Sanson e di tutta una serie di bagli, ma no, en tant que valdotin, que sempre patoisant lo patoué, les notre lingua, lo francese, per des raisons historiques qui n'étaient pas abordées, è bien più prossimo. Se noi lavoriamo lo patoué, arriviamo a rapprocher, a fie comprendere meglio che lo francese le plus importantes, c'est que l'on l'a fait. Et donc, comme enseignant de français, forse il faudrait un attimo penser à sta vaga. Torno a mon enfance, perché sin che l'on fait papa e mamma, l'on compris que l'identité est plus importante. À cette époque, l'on pas pensé, se non enseigner patoué à notre feuille, mais anciao, le va lì bien lì culla cammimo o mieux so possiamo dire no aia che niente già le l'han pas fait ce choix l'han fait un choix de cœur de race de identité et les lì che no selon me dei raisonné perché la lingua le davantotte so mi appressiva una mamma mon homme les pas patoisans les valdotin ma de dans les instants le même beau-père la mia l'en fit si choix que l'en pas fait mes païens et a donc l'enseignalei italien a donc gli prese lo patoué ma le pas sonese a pregi lo patoué a oui sa fenna e a oui semeno a donc gli la sempre pregi italien meno e me ne sempre pregi patoué e la mia première feuille la Fran fi applicò la teoria di langage che le one face one language che avevo papa la pegna presava italien e a me presava patoué tant que 3 ans ma d'une façon parfaite ma sa che la jamais nunca confondi le lingue che choen let una fase una de confusion no lo papa italien la mamma patoué après école de l'enfance malheureusement et les autres menus gli hanno pas patoisant les cosites le problème que les autres est venu au discours de madame le patoisant à l'école sont poca cioè le pain qui enseigne un patoué aux enfants sont bien moins e adon io l'attacco a pregi italien cica se sbagliava l'agno e nonostante semeni continuò e quaia prezzo patoué e le me rispondo in italien perché per lei avevo un figlio che però la sentava pregi italien e adon quelli mi rispondevano in italien mais ni jamais mollo à un certain moment c'était mia sérieuse comme le monsieur e diavo ma comprendo pas ce que tu me dis e après ni penso che gli fa giusto anche perché i miei non è lo papa che presava italien adon so che voleva dire che la lingua di papa è una lingua passe taille e gli parlo caso che passisse sti di adon quand Mimo le preso un patoué, ah oui, la nonna, lo nonno, sono buoni a pregi patoué. Però per le moment, ah oui, me continuo in italien e me titia continuo un patoué e alle avanti poi. Volevo continuare a lavorare però sì lo patoué. Perché aprì tant de zil andem, ma come? Te insegni inglese, prende bien l'inglese, perché ta
précu une occasion de parler un pregi anglais de la naissance. Mais je trouve que ce n'est pas juste, comme oui pas enseigner à un comme le monsieur, mais je trouve que l'anglais est une langue que je l'aime bien et que c'est une langue qui me permet, nous permet de faire tant de bagues. Mais ce n'est pas la langue du cœur, ce n'est pas la langue de l'identité. Et donc, ni cher dit que le menu, l'identité qu'il y a, puis tout une langue qui vale per le porto du mondo. Ni apprai lo me, lo apprendi anche l'anglais. E invece tossi mondo che lo patue portato, che è lo mondo di chi lette che prezzava della Noël, madame, ne dei autres, perché non colloquio per les enseignants de ma feuille, non li pas tout senti. Che le porti tutto un mondo di cultura, civilisation e poesie. Voilà, le tot. Donc, un témoignage, après nous fa bientôt clore. Se le lo derizo, io poro bella plahagno un relitoni demando lo micro renti per me giustifiare perché devo scappare in ogni ton gazzamea. Mi mangrao perché la baga è interessante. Ma renti dopo su de considerazione i volo è una buona. Ma baglia cica de quasi perché io che partaggio un relitto di differenti persone che l'hanno preso davanti a me, l'hanno vécu, sono in train de vivre. Lo fait che mi fa le popatosante, ma come Enrica le patosante passive, diciamo. Le choix de la famille, l'ensemble presa à l'italien, entendeu? Mais to vecchiaio sappiamo un menu de 2 ans, la mia relito. E come ti dice te, carna fotta, carmimo, che le dico, mi può comprare, me lo dit tornant pas toi, et me baleza d'espoir per demain. En allant sur le bagage plus sérieuse, je me confronte encore avec mon veseur, on dit, en soulignant l'intérêt des observations, des interventions sont faites, oui, mais la limite de la rencontre è che un médecin all'intorno sono tutti e non si conosce in caso sensibili a quel tipo di situazione. E che domando a Itzovof dopo di mettere in marcia il sistema per divulgare la bagarre, per far rendere partecipe lo più possibile al mondo, ci sono delle opportunità e poi delle limiti, lo plurilinguismo. Así così da scappare. Merci Bruno. Ben, c'est bien content, c'est nous réussi à balayer de quadzo à quelques parents. Et en effet, c'est vrai, le problème, c'est que ce genre de problème, est souvent vécu comme de culpabilité ou quand même de gêne dans la famille. Et les cinq que créent le problème et que nécessite un étrange de parole, un étrange de réflexion. Et évidemment, se trouve le système par toutes les personnes que vous sont pas celles, mais qui pourraient être sensibilisées, serait bien zen, mais justement, ne sont pas sensibles à la base, c'est difficile de les tramer pour la conférence. Il faudrait trouver d'autres systèmes qui ne sont pas de conférence. C'est un cher. Nous faisons clore, parce que la salle a des clore. Vous remerciez Tchut, remerciez les intervenants, remerciez le public, remerciez la bibliothèque régionale qui l'a hébergée. Et rappelons-moi qu'un paire de rendez-vous du centre, vous avez plaisir de venir à Saint-Nicolas de 113 mai, l'UNIT, la NIT européenne du musée, et à donner une petite surprise au musée Serlogne. Il commencement de juillet, tous les musées Serlogne, il y aura l'exposition des satins de 7 ans. Ce sera une exposition de le ZJ, donc il sera un dialogue de plusieurs disciplines, avec les sciences naturelles et la langue, parce qu'on est en train de récupérer un nombre abbastanza important de noms d'IG en patois. Et avec de visites guidées pour septembre, octobre, express pour les écoles. Donc, les enseignants, fils et courants, sont contents de ficher les rendez-vous devant la fin de l'école pour vous organiser le mieux possible pour l'auto. Parce que ce sera le thème du prochain concours Serlogne. Donc, sera important qu'on ait une synergie entre notre exposition et le concours Serlogne. Et après, le 14 juillet, il sera l'école d'été, donc c'est un universitaire pluridisciplinaire sur la langue et la culture alpine et franco-provençale. Et donc, qui la voit de s'inscrire, bien sûr, c'est bien content d'ouvrir le plus possible le porte à Tchut. Derrière Baga, on a la lettre de Saint-Nicolas, un newsletter
que vous permet d'être informé de tout. Donc, si vous inscrivez en allant sur la page principale du centre, by phone, newsletter, inscrivez-vous. Il est suffisant de cliquer le bouton et après, vous êtes informé de la principale activité que vous avez en place, mais mais. Voilà, encore un dernier merci. Et espérons que ce n'est pas la fin de cette discussion, mais que ce soit le commencement pour aller devant de ce genre de réflexion.